Monsieur Lionel Pernet va nous présenter l'exposition Cosmos que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Lionel Pernet est directeur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire depuis 2015, mais il connaît bien la maison puisqu'il y a fait sa licence, bon vieux temps, entre 1996 et 2002. Et puis il a aussi fait sa thèse en co-tutelle avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne entre 2002 et 2009, en co-tutelle avec l'Université de Lausanne aussi. Entre 1993 et 2008, il a participé à de nombreuses fouilles archéologiques préventives et programmées en Suisse, en France, en Italie et en Irlande. Il a publié plusieurs monographies sur des collections d'objets du Musée national suisse, où il a été collaborateur scientifique, du musée d'archéologie de Sion et du musée du canton de Saint-Gall. En 2008, il a intégré la formation de l'Institut national du patrimoine à Paris, puis il a été recruté à Montpellier à la direction du site archéologique Latara Musée Henri Prade, qu'il a dirigé pendant 6 ans. Il y a organisé en 6 ans 14 expositions, 8 d'archéologie, dont 3 ont reçu le label d'exposition d'intérêt national et 6 d'art contemporain. La dernière exposition qu'il a organisée là-bas, Les Étrusques en toutes lettres, écriture et société en Italie antique, a été coproduite avec le musée de Cortone en Toscane et le musée du Louvre. Ce soir, il nous parle d'une autre exposition majeure qui a lieu actuellement à Lausanne au Palais de Rumine, Cosmos, que vous avez sans doute toutes et tous déjà vu. Si ce n'est pas le cas, elle dure encore un peu. Et je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, cher Dave Luthi, à mon tour de te remercier et vous remercier pour cette invitation ce soir. Je suis très honoré de parler devant une si docte assemblée et heureux aussi, je dois le dire, de pouvoir partager quelques réflexions sur les musées du XXIe siècle et en particulier ceux du Palais de Rumine. Alors je vous préviens tout de suite, il ne m'appartient pas ici d'annoncer l'avenir du Palais de Rumine, de faire des révélations fracassantes. Ce sera une décision et des annonces qui relèvent de nos conseillers d'État en charge de ce projet, donc Mme Cécile Amarel et M. Pascal Broulis. Par contre, ce que nous pouvons faire, nous, dans les musées, c'est explorer, proposer des pistes de réflexion pour l'avenir de ces musées, poser des jalons qui permettent de poser les bonnes questions sur le rôle des musées aujourd'hui, les attentes du public à leur égard, leur lien avec la recherche et le monde universitaire en particulier. Et l'exposition Cosmos joue précisément ce rôle à un moment clé de la vie des musées cantonaux de sciences et d'histoire qui fêtent cette année leur bicentenaire. Tout l'enjeu de cette exposition Cosmos était de commémorer ces 200 ans d'existence et de se projeter dans un avenir commun, puisque, comme vous le savez certainement, le Musée des Beaux-Arts va quitter le Palais de Rumine en 2019. Ils reçoivent les clés de Plateforme 10 en avril et ils inaugureront leur nouveau bâtiment en automne. Mais pour se projeter vers l'avenir, revenons un temps aux origines. Dès 1779, Alexandre César Chavannes, qui est né en 1731, qui décédera en 1800, professeur de théologie, bibliothécaire en charge du cabinet de l'Académie de Lausanne, débute le premier livre d'inventaire de ce cabinet, dans lequel il décrit les collections et les classes selon les 3 règnes en vigueur depuis la Renaissance, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. En 1809, les collections comptent environ 4800 objets, des monnaies, des échantillons de roches, des animaux naturalisés, des coquilles, des spécimens en alcool, des ustensiles de sauvages, entre guillemets, provenant des 4 coins du monde. Elles se sont principalement développées grâce aux dons et à l'achat de cabinets privés de Lausannois, selon une politique d'acquisition orientée par Chavannes en fonction de leur intérêt pour l'enseignement au sein de l'Académie. Et ces collections sont aussi présentées dans l'Académie. Vous avez là ce premier livre d'inventaire de 1779 qui est conservé au Musée monétaire cantonal. Afin d'éviter la dispersion de plusieurs collections privées, le forestier cantonal et géologue Charles Lardy et son ami Daniel Alexandre Chavannes, qui est le neveu d'Alexandre César, dont on a parlé à l'instant, font appel à des souscriptions publiques. Après la mort du peintre Louis Ducrot en 1810, une grande partie de sa collection est sauvée par un groupe de citoyens et la même opération se répète peu de temps après avec la collection minéralogique d'Henri Struve, professeur de chimie et de minéralogie. Devenu propriétaire de ces collections par le biais de souscriptions publiques, le jeune État de Vaud accepte qu'elles soient rassemblées avec celles de l'Académie, occasionnant leur réorganisation et préparant l'ouverture d'un musée à vocation encyclopédique qui se situe dans l'Académie. Vous avez la position du cabinet dans les salles de l'Académie. La création du musée cantonal se concrétise le 27 juillet 1818 lorsque Daniel Alexandre Chavannes profite de son discours d'ouverture à la 3e réunion périodique de la Société helvétique des sciences naturelles à l'Académie de Lausanne pour inaugurer le musée. Nous avons vu successivement jeter les bases de collections publiques qui jusqu'à présent nous manquaient et du local destiné à les recevoir.
Cet acte de naissance marque un tournant historique dans la manière de pratiquer les disciplines scientifiques en Pays de Vaud. Elle s'appuie désormais sur des collections de références, toujours mises à jour, et qui permettent de produire des connaissances en toute indépendance. Parti de peu de choses, ce musée citoyen s'enrichit rapidement grâce au patriotisme des Vaudois et à leur enthousiasme à répondre aux souscriptions publiques et aux appels aux dons. Voici donc posé le décor dans lequel naît le musée cantonal, des liens étroits avec la bibliothèque de l'Académie, qui est la future bibliothèque cantonale et universitaire, des enjeux politiques et scientifiques directement liés à la révolution vaudoise de 1798 et à l'indépendance de 1803, la nécessité de trouver un lieu pour développer et conserver des collections de naturalia, mais aussi d'objets historiques et artistiques, afin de les mobiliser pour l'enseignement universitaire. On est dans le musée encyclopédique type de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Les premières années de collecte, entre 1818 et les années 1850, révèlent un appétit de compréhension du monde dans toutes ses dimensions, à un moment où les sciences commencent seulement à se constituer en disciplines distinctes. Alors que la théorie de l'évolution darwinienne n'a pas encore été avancée, la découverte de restes humains avec des animaux fossilisés permet la naissance de la préhistoire et la reconnaissance de la très ancienne présence de l'homme sur Terre. Les collections cantonales documentent cette mutation. De simple curiosité, les spécimens sont interprétés comme des documents des temps et des phénomènes passés. Mais la place commence à manquer, et en 1841, les Beaux-Arts quittent l'Académie pour rejoindre le musée Arlot, qui est toujours sur la place de la Riponne, dont vous avez une gravure ici. Les Antiquités, en 1852, sont constituées en musées indépendants qui se séparent de la géologie, de la botanique et du musée de zoologie. Et puis la géologie et la botanique vont quitter la zoologie dans les années 1860, la géologie s'installant dans la maison Godard, qui est actuellement le MUDAC, dont vous avez une représentation ici, avec des dépôts pour les objets archéologiques aussi qui sont documentés par les archives de nos musées. Les liens étroits entre ces différents musées commencent à se distendre. Avec la structuration des musées en institutions indépendantes à partir des années 1850, se mettent en place les inventaires systématiques et la présentation au public de ce qui devient progressivement un patrimoine partagé et commun. Et vous avez là des vues du musée de zoologie et du musée d'archéologie à la fin du XIXe siècle, encore à l'Académie. Dans le courant du XXe siècle, l'évolution de la législation, avec la mise en place de la notion de dépôt légal, engage les musées cantonaux à conserver de plus en plus d'objets. Le grand bâtiment financé grâce au legs de Gabriel de Rumine sur la place de la Riponne, le futur palais de Rumine, est inauguré en 1906 et permet de redonner une unité de lieu et de parcours au musée, avec ce plan que vous n'arrivez probablement pas à lire depuis où vous êtes, mais qui montre qu'au début, les galeries périphériques étaient toutes connectées les unes aux autres et on passait de l'archéologie à la minéralogie, à la paléontologie et aux beaux-arts en montant ensuite en zoologie. Les grandes ailes ouvertes les unes sur les autres permettent une circulation fluide qui fait le lien entre les différentes disciplines, alors que la zoologie occupe le dernier niveau, comme encore aujourd'hui. Le médaillé occupe tout l'espace de la salle de prêt actuelle de la BCU, et les salles de cours de l'université, les grands auditoires du premier niveau, qui sont actuellement occupés par les salles d'archéologie, mettent en relation directe les étudiants et les collections muséales. Logé en ces murs dès les premières années de son existence, le musée cantonal entretient avec l'Académie des liens concrets et intellectuels très étroits que va prolonger le palais de Rumine, où s'affirme la prépondérance des professeurs de l'Académie puis de l'université au poste de conservateur. Le travail de ces académiciens, choisis par le Conseil d'État pour s'occuper des collections cantonales, reste pourtant quasi bénévole. Et cette situation perdure jusqu'au début du XXe siècle, certains directeurs allant même jusqu'à assumer des charges de doyen, de recteur d'université et de conservateur de musée. Donc, cher Dave, si tu as un peu de temps libre, tu peux encore nous rejoindre pour cumuler. Albert Neff, le premier archéologue cantonal, était à la fois archéologue cantonal, professeur d'université et directeur du musée d'archéologie et d'histoire. Donc, c'était possible, même si, évidemment, il y avait certains des domaines qui souffraient un petit peu de son manque d'implication. Les synergies sont depuis lors évidentes. Le musée devient progressivement lieu par excellence du travail savant et dépositaire des objets issus de la recherche académique. Mais le déménagement progressif de l'Université de Lausanne sur le site de Dorigny à partir des années 1970 crée une rupture. Si les laboratoires, l'administration et les collections du musée de géologie suivent l'université sur le campus, les autres institutions demeurent à Rumine. Dès lors, les musées d'histoire collaborent plus ponctuellement aux enseignements
Et dans le domaine de la biologie, la révolution moléculaire qui va s'affirmer dans les années 1980 a des conséquences importantes pour les musées de botanique et de zoologie, parce que les recherches de plus en plus spécialisées sur les mécanismes qui sous-tendent l'évolution, l'écologie et le comportement des organismes vont creuser le fossé entre les études qui sont menées dans les musées, plus descriptives, et les recherches plus fondamentales des laboratoires. Vous retrouvez un résumé de l'histoire de la constitution des collections cantonales qu'on a sorti à l'occasion du vernissage de Cosmos dans la revue Patrimoine, le 3e numéro qui est disponible en ligne, qui s'appelle Collection cantonale, héritage en devenir, si vous voulez retrouver ces éléments que je viens d'évoquer. Et maintenant, j'aimerais passer de l'historique à l'exposition Cosmos et à une vision d'avenir pour les collections de Rumine. Depuis 2 siècles, nos musées ont ainsi partagé et valorisé auprès du public plusieurs révolutions scientifiques qui ont fondamentalement changé notre approche du monde, de la vie et de notre histoire. De la théorie de l'évolution à l'abandon du temps biblique, du décodage de l'ADN aux métamorphoses de nos environnements, ils doivent aujourd'hui se concentrer sur une nouvelle compréhension du monde que les scientifiques nomment l'Anthropocène, cette nouvelle ère, époque marquée, comme son nom l'indique, par l'influence inédite de l'homme sur la nature, façonnée par ses actions et ses exactions. Les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord sur le moment où commence l'Anthropocène. Ça peut être le néolithique, l'Antiquité ou la révolution industrielle. À l'échelle de la chronologie de la géologie, ça ne change pas grand-chose puisque c'est de toute façon un temps relativement court dans les grandes aires géologiques. Alors que les Beaux-Arts vont à nouveau quitter les musées cantonaux, comme en 1841, les 4 musées qui restent, pour rejoindre donc le site de la gare à plateforme 10, les 4 musées qui restent au Palais de Rumine, avec la bibliothèque et en collaboration étroite avec le musée de botanique, peuvent songer sérieusement à une nouvelle ère pour eux aussi. 2000 m² libérés, dont une part importante en espace d'exposition, permettent de réfléchir à un programme d'exposition temporaire en commun, et le projet Cosmos est le point de départ de ces réflexions. L'exposition célèbre à sa manière l'enthousiasme des origines du musée cantonal, cet esprit universaliste et encyclopédique qui a prévalu à leur création. Il se sert de la grande figure tutélaire d'Alexander von Humboldt et de son grand œuvre Cosmos pour relier à nouveau les disciplines qui s'étaient perdues de vue dans l'immensité du Palais de Rumine. Cet anniversaire est aussi une introspection et une projection vers l'avenir. Comment faire vivre nos musées? Comment porter leur héritage pluriséculaire vers les temps à venir? Comment les enrichir et les mobiliser pour continuer à donner du sens au monde qui nous entoure afin de mieux le comprendre et de mieux le respecter? Grâce à ces salles thématiques et à ces recompositions du savoir qui ont été développées en collaboration avec, entre les musées cantonaux de Rumine, l'atelier Poisson et le professeur de l'université de Lausanne, Francesco Panès, qui enseigne en sciences sociales et politiques et historien des sciences, qui était commissaire invité, Cosmos met littéralement en scène les enjeux liés à l'avenir des musées scientifiques, à la fois sciences naturelles et sciences humaines, à commencer par leur réinscription dans le champ de la culture. Remettre les sciences en culture passe non seulement par la mobilisation des champs politiques et éducatifs, mais aussi par des actions innovantes de transmission de la démarche scientifique mises en œuvre au sein même des musées. Poser des hypothèses, les tester, s'interroger sur la reproductibilité d'une expérience, avancer des conclusions parfois provisoires, autant d'étapes sur le chemin complexe du savoir, à l'heure où des informations non vérifiées sont partagées par millions sur les réseaux sociaux. Les musées scientifiques, et les musées historiques en font pleinement partie, ont indéniablement un rôle majeur à jouer dans la relation qu'une société établit avec la connaissance et partant avec elle-même. Je reprends maintenant quelques éléments qui sont dans le catalogue de l'exposition Cosmos, que vous pouvez trouver facilement en librairie au Palais de Rumine, qui est constitué d'une grande partie d'illustrations sur l'exposition, mais aussi d'un petit texte qu'on a rédigé avec les 3 collègues directeurs de musée, qui est une sorte de manifeste de ce qu'on imagine pour Rumine. Et donc, fort de leur patrimoine, les musées de Rumine peuvent jeter un regard pluriel et perspicace sur notre présent et nos avenirs possibles. La connaissance du passé leur donne des points de repère pour comprendre le monde d'aujourd'hui, que ce soit l'évolution du paysage avant l'homme, celle du climat des dernières glaciations à nos jours, ou encore l'économie et les échanges des êtres humains au cours du temps, tant au niveau régional, entre êtres humains au cours du temps, tant au niveau régional que global. Cet atout devient l'outil indispensable pour comprendre les sujets brûlants d'actualité, tels le déclin de la biodiversité, le dérèglement des cycles de l'eau et des ressources nécessaires à la vie, ou encore les conflits, les migrations qui ébranlent, transforment la vie humaine sur la planète. Pour comprendre et faire comprendre cette variété de phénomènes souvent inquiétants, il faut tendre un miroir fiable à notre société pour qu'elle recompose les rapports entre nature et culture qui la constituent.
Le traitement interdisciplinaire et complémentaire de ces immenses questions permet à chacun de comprendre comment et pourquoi nous nous sommes appropriés la nature au point de ne plus voir en elle qu'une ressource dans laquelle puiser pour satisfaire la frénésie consumériste qui s'affirme comme le grand malaise de notre civilisation. L'exposition Cosmos, vous l'avez compris, interroge la manière dont les musées ordonnent le monde. Un autre point fort de la transdisciplinarité repose sur les différences d'approche entre sciences naturelles et sciences humaines que notre démarche ne vise pas à gommer. Si les sciences naturelles peuvent créer des typologies stables fondées sur les observations objectives, la composition chimique, l'ADN, des caractéristiques anatomiques, métriques, les sciences humaines doivent être plus prudentes afin de ne pas réduire l'autre à des généralités reposant sur des constructions culturelles, une ethnie, un peuple, l'art primitif versus l'art contemporain. L'anthropologue Alban Bensa a bien montré comment les musées d'ethnographie figent hors du temps les populations et leur production matérielle en simplifiant à l'extrême leur mode de vie. La critique est également vraie pour les musées d'archéologie qui classent en grandes catégories les périodes et les groupes sociaux, les lacustres, les Celtes, les Romains, les Grecs, en oubliant les individus et les spécificités de certaines de ces cultures. La médiation intervient précisément sur ces points complexes pour faire le lien avec les visiteurs. Elle doit éclairer de manière intelligible la complexité des rapports entre les objets et les thèmes, entre les hommes et les choses. Le programme proposé pendant Cosmos reflète ces diversités des médiations, tournées vers différents publics, à la fois scolaires, à la fois familiaux, adultes, enfants. Et une des pistes novatrices de Cosmos a consisté à offrir aux visiteurs des moments d'échange avec des médiateurs volants engagés par la faculté des lettres de l'UNIL. Dave Luty en a parlé au début. Je profite de remercier l'ancien décanat et le nouveau décanat pour cette excellente collaboration qui continue jusqu'au 6 janvier, jusqu'à la fin de l'exposition, tous les week-ends, avec la présence de 3 médiateurs engagés par la faculté des lettres qui ont carte blanche pour préparer des courtes séquences, voire des performances sur des thèmes de leur choix, afin de creuser un sujet, d'en révéler toute la complexité. Ils peuvent puiser dans leur inspiration dans plusieurs médias, le cinéma, la bande dessinée, la littérature populaire ou pas, la musique. Dans les salles, au gré des objets et des déambulations de chacun, des espaces de discussion s'ouvrent et l'exposition prend littéralement vie. Grâce à ces collections et ces espaces extraordinaires, et je conclurai ici, le Palais de Rumines offre un formidable potentiel pour un collaboratoire muséal du XXIe siècle. Après avoir suivi le long chemin de l'hyperspécialisation des disciplines scientifiques et historiques au XIXe et XXe siècle, il peut devenir lieu privilégié dévolu au dévoilement de la complexité de notre monde. Aujourd'hui, il existe peu de grands musées d'État qui offrent dans un même lieu des collections de sciences humaines et de sciences naturelles, une proximité encore raffermie par les liens étroits tissés au cœur du Palais de Rumines depuis 1906 avec le musée des Beaux-Arts et la bibliothèque universitaire et les relations si naturelles avec le pôle botanique du musée botanique. Les musées jouent aujourd'hui un rôle social, économique et politique majeur aux échelles locales, nationales et internationales. On sait désormais que les musées contribuent à façonner l'image des cités, asseoir leur place dans les réseaux urbains qui se nouent à l'échelle de la planète, sans compter les effets économiques parfois surprenants qu'ils génèrent. Une refonte du Palais de Rumines comme pôle muséal fort et fédérateur d'énergie nouvelle, entre universités, musées, sociétés, doterait sans doute Lausanne et le canton d'un atout de plus dans l'heureux développement du paysage muséal vaudois actuel. Voilà. Merci beaucoup.